Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Loi. Henri Hutenbach. La présence juive dans les régions alpines. Étude comparée des politiques envers les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, 1938 à 1945. Pour qui s'intéresse à l'histoire juive au jour de la solution finale et de la Seconde Guerre mondiale, la situation frontalière dans la région alpine occidentale présente un grand intérêt. À l'intérieur de ses frontières respectives, chaque gouvernement élabora des politiques qui affectèrent tant le sort des Juifs soumis à son pouvoir direct que ceux vivant au-delà de ses frontières. L'application par divers gouvernements de règles contradictoires et de lois particulières engendra une série de situations politiques qui furent favorables ou défavorables aux Juifs. Sans aucune coordination et sans considération pour l'intérêt des pays voisins, chaque gouvernement établit unilatéralement sa politique envers les Juifs. Les entités gouvernementales dont il est question dans cette communication sont le Troisième Reich, la Suisse, l'Italie, la France de Vichy, la France occupée par les Allemands et la France sous contrôle italien. 3 de ces gouvernements se trouvaient à la tête d'États souverains. Un d'entre eux jouissait d'une semi-autonomie. 2 autres ne disposaient de jure d'aucune indépendance, mais de facto, décidaient de leur politique envers les Juifs. Ainsi, selon leur lieu de résidence, les Juifs oscillaient entre espoir et désespoir. En bref, vu le caractère changeant des circonstances politiques dans la région alpine occidentale, le lieu de résidence devint au quotidien une question de vie ou de mort. Au cœur des différentes politiques antisémites, se trouvait évidemment la question du génocide des Juifs. À la suite de sa prise du pouvoir en 1933, le Troisième Reich institua des lois de plus en plus agressives à l'égard des Juifs, dans le but avoué de les marginaliser et de les forcer à l'exode. Avant 1939, 400 lois antisémites furent promulguées. La vie des Juifs d'Allemagne devint intolérable et la moitié d'entre eux émigrèrent outre-Atlantique. Cependant, un grand nombre de Juifs s'exilèrent dans les pays voisins, notamment en France et en Italie où sans-papiers et constamment menacés d'expulsion et d'incarcération, ils ne purent que mener une existence précaire ou clandestine. Après le déclenchement de la guerre, les nazis appliquèrent leur politique antisémite aux pays occupés. Dès lors, il ne s'agissait plus seulement des Juifs d'Allemagne mais de tous les Juifs d'Europe. Forts de leur victoire militaire et diplomatique, les nazis voulurent ainsi exterminer tous les Juifs du continent européen. Pays alliés et neutres furent incités à promulguer et appliquer des lois racistes. Certaines nations collaborèrent plus que d'autres, en proportion de l'intensité de l'antisémitisme de leur population. Quant aux Juifs d'Allemagne qui n'avaient pu fuir, ils tentèrent de traverser les frontières, notamment vers la Suisse toute proche. Dès le début des années 1930, la Suisse leur ferma ses portes. Plusieurs Juifs qui se rendirent en Suisse munis de visas de tourisme, se virent refuser l'asile politique. Afin d'empêcher une immigration massive, les autorités suisses proposèrent au gouvernement allemand de marquer les passeports juifs d'un J, proposition qui fut acceptée avec enthousiasme. Il est à noter que ce J apparut 10 ans avant l'infamante étoile de David cousue sur les vêtements. Stigmatisés de la sorte, les Juifs d'Allemagne ne pouvaient se rendre en Suisse que par train par l'Italie. Par ailleurs, aux gares situées en territoire helvétique, il leur était interdit de descendre. Pendant la guerre, prétextant la neutralité, la Suisse ferma davantage ses frontières. Aucun Juif, quelle que fût son origine, ne put alors entrer en Suisse, à l'exception des enfants de moins de 16 ans. Cette politique de fermeture des frontières fut suivie à la lettre, sauf pour quelques riches Juifs qui purent corrompre les autorités et ouvrir un compte dans une banque suisse. En fait, il était plus facile à l'argent juif qu'aux Juifs d'entrer en Suisse. En règle générale, les sans-papiers qui traversaient la frontière suisse étaient déclarés juifs, à moins de pouvoir prouver le contraire. S'ils étaient allemands, les Juifs se voyaient arrêtés par la Gestapo. S'ils étaient français, ils étaient remis aux autorités de Vichy qui, à son tour, les renvoyaient aux autorités allemandes chargées de la déportation vers les camps. Certains Juifs purent s'échapper après avoir offert des pots de vin aux policiers de Vichy, mais ce fut rare. La France de Vichy fut à la fois une zone de sûreté et le lieu de tous les dangers. Il était possible de s'y cacher, surtout avec l'aide de la minorité protestante, ce dont nous ne pouvons parler, faute de temps.
La France de Vichy, dite de la zone libre, ne fut guère plus accueillante envers les Juifs que la France occupée. Pourtant, le gouvernement de Vichy ne reçut des nazis aucune directive précise quant au traitement des Juifs. En fait, de son propre chef, Vichy établit des lois antisémites qui furent impitoyablement appliquées. Les pratiques du gouvernement de Vichy n'étaient guère différentes de celles de la police de Paris, dont les rafles restent tristement célèbres. Plusieurs des lois antisémites françaises, comme celle ouvrant la voie à la déportation des Juifs étrangers, furent d'abord décidées à Vichy avant même d'être promulguées dans la France occupée. Le gouvernement de Vichy était composé de certains des éléments les plus réactionnaires de la politique française, ceux-là même qui en 1936 crièrent « Mieux vaut Hitler que Blum ». Comme on le sait, l'antisémitisme français se fit virulent lors de l'affaire Dreyfus et fut ensuite diffusé par des écrivains comme Charles Maurras. De nombreux Juifs de la zone occupée passèrent dans la zone libre afin d'échapper aux nazis. Après s'être naïvement déclarés aux autorités, ils s'aperçurent que le gouvernement de Vichy se révélait aussi impitoyable à leur égard que les Allemands. Vichy ne se montra pas moins antisémite que l'occupant. En fait, la frontière entre Nord et Sud n'existait qu'en théorie, du moins en ce qui a trait au sort réservé aux Juifs. Certes, il n'y avait pas de soldats allemands au Sud. Il se trouvait cependant au sein du gouvernement une foule de collaborateurs trop contents d'abuser de leur pouvoir pour débarrasser la France de ses Juifs. Vichy disposait d'espions et de dénonciateurs prêts à débusquer les traîtres et les Juifs. Il était sans doute plus facile de se cacher à Paris que dans les campagnes du Sud. Parce que la situation y était claire, il était aussi sans doute plus simple d'être juif dans le Paris occupé. Le climat d'incertitude de la zone libre poussa plusieurs Juifs à chercher refuge en Suisse, ce qui, comme il a été mentionné plus haut, s'avéra souvent désastreux. Puisque la Suisse acceptait les enfants juifs de moins de 16 ans, certaines familles se séparèrent. D'autres Juifs prirent la route de Nice, occupée à partir de novembre 1942 par les Italiens. Les autorités militaires italiennes d'occupation permirent aux fugitifs juifs de demeurer dans les régions alpines occupées par les forces italiennes. Si aucun effort ne fut jamais fait pour aider les Juifs à venir dans cette zone italienne d'occupation, aucune tracasserie administrative ne leur était faite une fois entrés. La bonne nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Arrivés à la frontière de la zone occupée italienne, il ne s'agissait plus que d'acheter le silence des douaniers de Vichy, ce qui était relativement facile. Qu'est-ce qui rendit les autorités italiennes d'occupation si complaisantes envers les Juifs ? Leur laxisme n'allait pas, en tout cas, dans le sens des politiques officielles du régime fasciste. Entre 1933 et 1938, l'Italie accueillit plusieurs milliers de Juifs allemands. La signature du pacte italo-allemand mit fin à cette hospitalité. L'entente prévoyait l'interdiction de l'immigration des Juifs allemands en Italie. Selon cette entente, tous les détenteurs de passeports allemands vivant en Italie devaient se signaler aux autorités tous les 6 mois, sous peine d'expulsion. Pour les Juifs, il devenait impossible de reconduire leur passeport marqué du fameux J. Ils risquaient la déportation vers l'Allemagne, où l'emprisonnement les attendait. Ces concessions du gouvernement italien aux nazis furent très mal reçues par la population. Un grand nombre de Juifs furent cachés par les Italiens avant de s'enfuir en Angleterre et aux États-Unis. Pourquoi les Italiens furent-ils si bienveillants ? Un patriotisme qu'il faudrait qualifier d'anti-mussolinien peut expliquer l'attitude des Italiens. La soumission de Mussolini à Hitler fut vécue comme une humiliation nationale, surtout par l'armée italienne. Par ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, officiers et soldats italiens forgèrent des liens très forts avec leurs camarades d'origine juive. Dans ce contexte, les exigences nazies paraissaient insultantes. Rétive, l'armée italienne ne prit pas de mesures particulières contre les réfugiés juifs, tant en France qu'en Slovénie et en Croatie, autres pays qu'elle occupa. Ce refus d'appliquer les règles se voulait un défi à Mussolini, au Troisième Reich et à la France. Que peut-on conclure de cet aperçu sur la condition des Juifs dans la région alpine occidentale ? Avant la révolution industrielle, grâce à la topographie, il eût été possible aux Juifs de se cacher dans les innombrables vallées des Alpes. À l'ère industrielle, il était devenu plus difficile d'échapper au filet de l'ennemi nazi fort de sa bureaucratie et de ses services de renseignement.
Il était difficile de ne pas se trouver sur l'une des listes des autorités de Vichy, des Allemands ou de leurs collaborateurs. Les faux papiers et les changements d'identité ne trompaient pas une police redoutable et méfiante. Le téléphone était plus rapide que le bouche à oreille. Les voitures et les motocyclettes roulaient plus vite que les bicyclettes. Les chiens retrouvaient aisément les fugitifs cachés dans les bottes de foin. Équipés de radios et de télégraphes, les nazis battaient la campagne. Les Juifs n'avaient que très peu de chances de s'échapper. La technologie annulait tout avantage que pouvait offrir la topographie et les frontières. Même les lieux les plus sûrs, telles les régions alpines françaises occupées par les Italiens, s'avérèrent finalement dangereux après la chute de Mussolini en juillet 1943 et l'armistice de septembre de la même année. En quelques heures, les Alpes se retrouvèrent sous contrôle allemand. La vie des Juifs qui y avaient cherché refuge s'en trouva menacée. Cela dit, les contextes politiques étaient changeants. La prise de contrôle de la zone alpine par les Allemands coïncida avec la fin des velléités d'indépendance du gouvernement de Vichy. Cette fusion des pouvoirs, qui aurait pu sonner le glas des Juifs en France, fut neutralisée à l'été 1944 par les débarquements alliés de Normandie et de Provence qui forcèrent les Allemands à se retirer vers l'Est. Les Juifs purent ainsi trouver de nouveaux refuges. Toutefois, pour les Juifs d'Allemagne et de Suisse, rien ne changea. La Suisse n'ouvrit jamais vraiment ses frontières aux Juifs. L'Allemagne poursuivit sa politique de génocide jusqu'à la fin du conflit. En conclusion, le sort des Juifs de la région alpine occidentale, comme celle de tous les Juifs d'Europe, se joua au gré de contextes politiques façonnés par des décisions administratives et militaires. Ces décisions eurent des répercussions directes et indirectes, positives et négatives. Les politiques de la Suisse et de l'Allemagne furent sui generis. Celles de la France occupée en dérivaient, alors que celles de Vichy les imitaient. Les politiques de l'occupant italien des régions alpines étaient de leur côté peu orthodoxes. Ces imprévisibles conditions politiques permirent la survie de certains Juifs. Dans une Europe absolument dominée par les nazis, les Alpes occidentales constituèrent un refuge, au moins pour ceux qui disposaient d'assez d'argent pour acheter silence et passage, pour ceux qui eurent la chance de rencontrer de bons Samaritains, pour ceux qui firent preuve de courage. Des 6 politiques juives traitées, 5 ont été bien étudiées. Un travail d'archives reste à faire quant aux politiques bienveillantes de l'armée italienne d'occupation dans le bassin sud-est de la Méditerranée. Était-ce une forme de philosémitisme ? Était-ce de la désobéissance politique ? Était-ce du patriotisme ? Était-ce un défi à Mussolini pour sa complaisance envers Hitler ? Les réponses à toutes ces questions relèvent de la conjecture. Ce qui rend ces questions si intéressantes, ce n'est pas tant la géographie, mais bien la comparaison des différentes politiques juives de pays souverains. Michele Sarfatti. Les caractéristiques de la législation anti-juive dans l'Italie fasciste 9. En Italie, la persécution des Juifs s'est déroulée en 2 phases. De 1938 à juillet 1943, la promulgation de lois et de dispositions administratives a limité ou annulé la présence des Juifs dans la fonction publique, dans le monde du travail, dans l'enseignement et dans la vie civile. Cette phase est appelée période de la persécution des droits des Juifs. De septembre 1943 à avril 1945 se produisirent les arrestations, l'internement et la déportation, principalement à Auschwitz-Birkenau, c'est-à-dire la chasse aux Juifs et la vie clandestine. C'est la période de la persécution de la vie des Juifs. Cette communication examine la première phase. Elle examine non pas le déroulement matériel, mais bien les caractéristiques générales qui concernent sa signification dans l'histoire de l'Italie. Elle examine le contexte européen, la décision de promulguer cette législation, son fondement raciste, ses objectifs généraux. En relation avec ces aspects, j'ai cherché à développer des considérations qui soient utiles à l'étude comparée, parce que je suis convaincu que c'est justement ce type d'étude qui pourra nous apporter beaucoup de fruits au cours des années à venir. La signification. Tout en étant similaire à l'orientation raciste prise en 1936 à 1937 contre les sujets des colonies africaines et en particulier contre les populations d'Éthiopie, d'Érythrée et de Somalie, la persécution anti-juive lancée en 1938 fut différente parce qu'elle eut pour objet des citoyens de l'État.
Elle a donc constitué une rupture du pacte d'égale citoyenneté, conclu au cours du Risorgimento. Elle a constitué en outre, de même que les autres législations anti-juives européennes, un renversement des principes de la Révolution française et des principes du libéralisme du XIXe siècle. Il faut rappeler que l'Italie fasciste n'a pas promulgué une loi d'annulation de la citoyenneté italienne des Juifs italiens. Elle les a toutefois exclus d'une manière généralisée et définitive des forces armées, du Parti national fasciste, PNF, et de toute la vie de la nation. Enfin, en 1938 l'épisode d'histoire nationale commencé avec le Risorgimento prit fin. Un professeur d'histoire de l'art, persécuté, écrit ces jours-là: « Toute activité de citoyen et de chercheur m'a été arrachée à l'improviste. Expulsé de l'armée, de ma chaire, de l'école par l'intermédiaire de mes livres, j'assiste à la destruction de ce qui constituait la raison même de ma vie. » Ainsi l'année 1938 a constitué pour moi une césure dans l'histoire d'Italie. Et cela s'est produit indépendamment de la conscience qu'ont pu en avoir les victimes et les autres Italiens. La législation anti-juive a impliqué l'Italie dans son ensemble, et non pas uniquement sa vie politique, sociale, économique ou culturelle. Du point de vue fasciste, elle a introduit une réforme permanente dans le cadre général. Benito Mussolini décida que le fascisme et l'Italie entière devaient être ariens et antisémites. Et l'un et l'autre le sont devenus, ou ont commencé à le devenir. Il s'agit évidemment d'une transformation de procédure, progressive mais non linéaire. Dans quelques domaines, la procédure n'était pas encore achevée à la fin de la guerre alors que dans d'autres elle avança très rapidement. Le contexte. Au cours des années 1930, toute l'Europe connut la croissance, de manière à chaque fois différente, de l'anti-judaïsme et de sa justification. La réglementation de la persécution introduite par le nazisme en Allemagne à partir de 1933, d'une part fut un produit et un témoignage d'un tel processus, et constitua d'autre part un fort stimulant pour son développement ultérieur, parce qu'elle montra au continent qu'il était possible techniquement, politiquement et moralement de légiférer contre ses propres citoyens juifs. Cela étant dit, il faut prendre acte que l'on n'a pas trouvé de documents ou d'indices qui témoigneraient des interventions directes ou indirectes du Troisième Reich sur d'autres États au cours des années 1930, afin que ceux-ci adoptent des législations similaires aux siennes. Concernant la période qui précède le 1er septembre 1939, date du début de la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons dire que parmi toutes les législations anti-juives promulguées, celles du Troisième Reich et celles du Royaume d'Italie furent les seules de type raciste biologique. 2 parents de race juive engendrent automatiquement un fils de race juive, puisque les lois promulguées en 1938 à 1939 en Roumanie, Hongrie, Slovaquie tenaient compte ou bien de la nationalité d'origine des Juifs, ou bien de la date de baptême des fils de 2 Juifs. Le fait que ces dernières législations aient été moins radicales dément la supposition suivant laquelle au cours de cette période, plus un pays était faible, plus il était prêt à importer le racisme biologique allemand. Elle témoigne en revanche que la décision italienne en 1938 fut celle d'un pays fort et autonome. Si nous examinons la période entière 1933 à 1945, et si nous comparons attentivement toutes les législations nationales anti-juives, nous pouvons relever un autre élément intéressant. L'introduction de la classification raciste biologique et l'introduction de l'interdiction de nouveaux mariages racialement mixtes se produisirent toujours simultanément, autrement dit, elles étaient toujours contenues dans la même loi. Seule exception cependant, la faible France de Vichy n'interdit jamais de tels mariages. C'est justement cette exception qui permet d'affirmer que le choix accompli par Mussolini en 1938 de s'opposer au Saint-Siège fut un acte volontaire non contraint. Le caractère radical de l'anti-judaïsme fasciste en 1938 ressort aussi d'une comparaison technique entre la réglementation de Berlin et celle de Rome. Dans son ensemble, la première eut plus recours à la persécution que la seconde. Mais il est intéressant de remarquer qu'en septembre et octobre 1938, Mussolini précéda Hitler dans des domaines législatifs tels que celui de l'expulsion généralisée des Juifs de l'enseignement public, de l'expulsion du pays des Juifs étrangers, et de celui de la limitation de la propriété d'entreprises et de biens immobiliers. Ce record italien dura à peine quelques semaines,
parfois peu de jours et fut dépassé par la nouvelle radicalisation allemande de la deuxième moitié du mois de novembre. Or ce qui nous intéresse ici c'est que le fait se soit produit, et non pas sa durée. D'une manière plus générale, il faut observer que le nazisme et le fascisme furent également capables d'une action anti-juive, raciste biologique, et que la différence entre eux concerna le développement chronologique d'une telle action et surtout la présence de violences physiques à côté et au-delà du travail législatif. La décision. L'Italie avait conquis son unité nationale même en opposition à la religion de loin majoritaire dans la péninsule, et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elle avait eu des groupes dirigeants laïques sinon anticléricaux. Au cours des premiers lustres du XXe siècle, l'Italie connut l'engagement progressif des catholiques dans la vie politique, le développement du nationalisme et du lien Église-nation, la désarticulation du cadre social précédent déterminé par la Première Guerre mondiale, et aussi la montée au pouvoir avec le fascisme d'un groupe dirigeant antidémocratique, violent, de formation provinciale et traditionnelle. Tout cela créa les conditions pour un changement du traitement de la minorité juive, et avant cela pour le repérage des Juifs en tant que groupe ayant un caractère propre au regard la nation. Toutefois jusqu'à la moitié des années 1930, le programme du PNF n'était pas antisémite et des antisémites comme des Juifs adhérèrent à ce parti. La décision d'introduire dans le pays une législation anti-juive, mûrie entre la fin de 1935 et 1936. Bien qu'il y eût des interrelations avec d'autres lignes d'action du gouvernement, processus d'alliance avec l'Allemagne nazie, développement d'une politique raciste contre les Africains et contre le métissage, construction d'une dignité impériale et d'un caractère fasciste collectif, structuration du totalitarisme, etc., cette décision constitua une action politique autonome en liaison avec la politique intérieure et non pas avec la politique étrangère. Les motivations de cette décision peuvent être ramenées à la croissance de l'antisémitisme dans le pays, dans le groupe dirigeant et auprès de Mussolini, de même qu'à l'hostilité de ceux-ci envers l'autonomie manifestée à plusieurs occasions par les Juifs. Entre autres, ceux-ci n'étaient pas apparus aptes aux yeux du régime à réaliser une fascisation complète de leur propre structure associative, les communautés israélites et surtout l'Union des communautés israélites italiennes. Ils avaient montré en outre ne pas savoir servir utilement les intérêts nationaux à l'étranger. En effet, les initiatives que la direction du judaïsme italien avait aussi entreprises contre les sanctions prises en réponse à l'invasion italienne de l'Éthiopie en 1935, n'avaient pas obtenu de succès particulier, et la solidarité des Juifs italiens envers leurs coreligionnaires victimes du nouveau gouvernement nazi était devenue désormais incompatible avec la nouvelle orientation de politique étrangère du fascisme. En somme, les lois anti-juifs furent non pas un acte instrumental pour d'autres politiques, mais bien un acte ayant avant tout une finalité anti-juive. Pour ce qui concerne la décision, on n'a pas identifié actuellement de divergence réelle dans le groupe dirigeant fasciste. Les seules objections et critiques connues aujourd'hui concernent presque exclusivement l'allègement partiel de la persécution à l'encontre de certaines catégories de Juifs. Elle restait donc interne à la décision de persécution et n'était pas dirigée contre elle. De toute manière, l'historiographie jusqu'à présent n'a pas affronté de manière achevée ni ce sujet, ni ceux de la croissance des courants anti-juifs radicaux à l'intérieur du PNF et de son groupe dirigeant, ou de ceux de la probable utilisation de l'antisémitisme comme instrument de lutte politique interne au PNF. Cela dit, il faut garder en mémoire que la montée de l'anti-judaïsme en Italie et en Europe contribuait à donner un caractère de banalité aux décisions gouvernementales à ce sujet, et que la décision italienne fut prise par un régime totalitaire. La formulation. En Italie, la discussion porte sur le type de législation. Était-elle de type raciste biologique ou raciste spirituel, c'est-à-dire était-elle fondée sur le sang ou sur des caractéristiques non matérielles ? Pour caractériser la réponse, nous devons porter notre attention sur une partie précise de la législation, celle où la loi même a établi contre qui elle était dirigée et qui en étaient les victimes. Eh bien, la législation anti-juive italienne ne visait pas uniquement les juifs antifascistes ou non fascistes, ou seulement des personnes inscrites à une communauté juive. Elle visait toutes les personnes de race juive. Et elle classait comme de race juive
toute personne née de 2 parents de race juive, même lorsqu'elle était de religion chrétienne. Enfin, quelque choix religieux ou culturel qu'elle ait pu réaliser, la personne ne pouvait changer ce qui lui avait été transmis automatiquement par ses parents. Il s'agit là indubitablement de racisme biologique, et non pas de racisme spirituel. D'ailleurs, le document théorique officiel Il fascismo e I problemi della razza, le fascisme et les problèmes de la race, connu aussi sous le titre trompeur de Manifeste des scientifiques racistes, publié le 14 juillet 1938, avait affirmé avec une extrême clarté que le concept de race est un concept purement biologique. Il est intéressant de remarquer qu'une partie de la propagande, considérant une telle formulation raciste biologique comme établie et non plus comme discutable, lui apporta des compléments et des perfectionnements par des analyses prospectives et spirituelles. De même qu'il est vrai qu'il existait des formulations de type raciste spirituel restées apparemment minoritaires au sein du PNF et au gouvernement. Mais la base de la réglementation anti-juive du fascisme fut l'analyse du sang et le décompte des provenances. La race des parents était établie sur la base de la race de leurs parents, et ainsi de suite en remontant dans le temps jusqu'au moment où les registres d'état civil manquants, on considérait qu'une personne de religion juive était automatiquement de race juive. Dans le cas de mariage défini comme mixte racialement, la race des enfants était déterminée d'après leur comportement. Le principe biologique fut appliqué aussi aux personnes de religion juive nées de parents de race aryenne. Elles furent toujours classées comme de race aryenne. La définition du juif. La complexe définition juridique des appartenances à la race juive, élaborée par le fascisme, peut se résumer par la liste suivante. C'est seulement pour rendre la présentation plus aisée qu'elle fait référence à une personne dont les grands-parents sont des juifs purs ou aryens purs. Dans le cas où elle possédait un ou plusieurs grands-parents racialement mixtes, ils étaient assujettis au même processus de classification. Le descendant de 4 grands-parents de race juive était simplement classé de race juive, même s'il était de religion non juive. Le descendant de 3 grands-parents de race juive aurait pu être classé d'après le décret-loi du 17 novembre 1938 de race juive, ou de race aryenne, suivant que lui et son parent mixte aient possédé ou non des caractéristiques précises. On décida cependant bien vite par une disposition administrative de classer de toute façon de race juive, n'importe qui eut 75% de sang juif, soit plus de 50% de sang juif. Le descendant de 2 grands-parents de race juive pouvait être classé de race juive ou de race aryenne. Il fallait que lui ainsi qu'au moins l'un de ses parents mixtes, au cas où les 4 grands-parents aient constitué de couples mixtes, aient appartenu officiellement à une religion non juive avant le 1er octobre 1938. Celui qui à telle date était agnostique ou catéchumène était classé de race juive. Il fallait en outre que ni l'un ni l'autre n'ait accompli après le début d'une telle appartenance officielle de manifestation de judaïsme. Telle était considérée par exemple l'inscription à une communauté juive ou aussi bien la profession de la foi juive, de même, ainsi qu'il fut précisé par la suite, le mariage avec une personne qualifiée de race juive ou la présence d'enfants classés aussi de race juive. Le descendant d'un des grands-parents de race juive pouvait être classé de race juive ou de race aryenne. Pour être classé de race aryenne, il fallait que son parent mixte ou lui-même ait appartenu officiellement à une religion non juive selon les critères mentionnés plus haut. Pour le fascisme italien, les descendants de mariages racialement mixtes constituaient un problème sérieux mais contingent destiné à se tarir dans le temps. En novembre 1938, la célébration de nouveaux mariages de ce type fut interdite et en octobre 1942, il fut décidé de punir les unions non formalisées, y compris celles sanctionnées par un mariage religieux catholique. Sur la base des résultats du recensement spécial racial d'août 1938, on peut calculer que les personnes classées de race juive et soumises à la persécution auraient été environ 51 100, réparties en 46 656 personnes de religion ou d'identité juive et autour de 4 500 non-juifs. Parmi ceux-ci, 41 300 étaient italiens, mais la loi révoqua la nationalité récemment acquise à presque 1400 d'entre eux. Environ 9 800 étaient étrangers. La législation de la persécution réglementa la possibilité d'une exemption limitée de la persécution pour ces noyaux familiaux qui comptaient un parent mort à la guerre,
pour la cause fasciste ou ayant des mérites particuliers d'ordre guerrier, volontaires, blessés, décorés, politiques comme l'inscription au PNF avant 1923 ou au cours du deuxième semestre 1924, ou de quelque autre type exceptionnel. Elle fut appelée discrimination, se référant à la diversité de traitement parmi les Juifs et non pas à la diversité de traitement entre Juifs et Ariens. La discrimination, en substance, faisait porter l'impact de la persécution sur les Juifs et sur ces milieux sociaux qui n'y étaient pas préparés. Du reste, à cause de l'impossibilité d'acquérir de nouveaux mérites, le groupe des discriminés était automatiquement destiné à s'éteindre dans le temps, même sans aggraver ultérieurement les persécutions. En substance, la discrimination ne produisit pas une exemption de persécution et ne contredit pas le fondement raciste biologique de la législation. Les objectifs. Si nous voulons faire une synthèse de l'objectif de la persécution anti-juive fasciste, nous pouvons dire qu'en 1938 à 1942 le fascisme avait l'intention d'éliminer tous les juifs italiens et étrangers du territoire italien et de la société italienne. Pour ce qui concerne les juifs étrangers, en septembre-novembre 1938 le gouvernement interdit de nouvelles entrées dans le but de résider, et ordonna l'éloignement sous peu de mois des personnes dont la résidence en Italie avait commencé après 1918. En outre, en août 1939, le gouvernement interdit l'entrée dans la péninsule aux Juifs d'Europe centrale dont le but était de séjourner, et en mai 1940 à ceux dont le but était de transiter. Quand l'Italie s'engagea dans la Seconde Guerre mondiale, 10 juin 1940, le gouvernement établit que les Juifs étrangers encore présents dans la péninsule soient internés dans de petites communes ou dans des camps d'internement, en attendant d'être expulsés à la fin de la guerre. Le gouvernement interna dans des communes ou dans des camps de la péninsule, aussi, quelques groupes de Juifs qui se trouvaient dans d'autres territoires italiens de la Méditerranée. L'internement fut une mesure antisémite, mais dans les camps, il n'y eut pas de violence antisémite. Il fut accompagné d'une sévère action de blocage des entrées individuelles et d'expulsion de ceux qui réussissaient à entrer clandestinement. En ce qui concerne les Juifs italiens, au début le gouvernement œuvra pour en favoriser l'émigration spontanée. Il annula en outre la nationalité italienne de ceux qui l'avaient obtenue après 1918. Au sujet de ces actions, il faut se rappeler qu'une politique généralisée d'annulation de la nationalité, entraînant la transformation des Juifs italiens en apatrides, puis d'expulsion, aurait probablement provoqué des actions de fermeture des frontières de la part des États limitrophes et donc l'échec de la politique italienne. La même Italie fasciste avait décidé d'expulser en août 1938 les Juifs étrangers, justement à la suite des mesures d'expulsion d'Allemagne, de Roumanie et de Pologne ou d'annulation de la nationalité. En 1940 à 1941, le gouvernement engagea l'élaboration d'une loi d'expulsion définitive des Juifs italiens et communiqua officiellement cet objectif à l'Union des communautés israélites italiennes. Le projet fut cependant vite mis de côté sans doute parce que l'extension géographique de la guerre avait réduit au minimum les possibilités d'émigration. En 1940 à 1943, des mesures d'internement et de travail forcé furent décidées même pour les Juifs italiens. Au fil des années et avec l'augmentation des défaites militaires, elles devinrent toujours plus généralisées et revêtirent un caractère de persécution. En mai-juin 1940 fut organisé l'internement des Juifs considérés comme les plus dangereux. En mai 1942 l'institution du travail obligatoire, connue aussi comme réquisition. En juin 1943 l'institution de 4 camps d'internement et de travail obligatoire pour Juifs aptes. Cette décision ne fut cependant pas appliquée à cause de la crise du 25 juillet. Il faut garder à l'esprit que le fascisme ces années-là souhaitait l'élimination des Juifs hors du pays, et non pas l'élimination des Juifs du pays. C'est ainsi que, entre la fin de 1942 et le début de 1943, Rome fixa avec Berlin, ainsi que le firent de nombreuses autres capitales européennes, neutres ou sympathisantes avec l'Axe, le rapatriement de Juifs italiens des régions où le Troisième Reich avait désormais entrepris la politique d'élimination des Juifs de l'Europe. Mussolini frappa les Juifs d'un nombre infini d'interdictions qui eurent pour objet tous les aspects de la vie d'un individu. À partir de l'automne 1938, les Juifs furent ainsi expulsés de l'école publique, du secteur du spectacle,
théâtre, musique, cinéma, etc., des associations culturelles et sportives, de l'édition, des coopératives, des emplois publics et d'une manière progressive des emplois privés, etc. Ces mesures réalisaient d'une part la politique de persécution des Juifs, et d'autre part la politique de leur séparation des non-Juifs. Les deux conditions étaient essentielles pour le succès de l'action d'éloignement-expulsion. Mais 8% seulement des Juifs de nationalité italienne émigrèrent entre 1938 et l'automne 1940. Ainsi qu'il a déjà été dit, le fascisme italien avait aussi pour but d'arianiser la société italienne. Ainsi les politiques d'expulsion des Juifs de chaque domaine du travail, de l'enseignement et de la société de même que celles de séparation, fonctionnaient aussi pour la déjudaïsation, l'antisémitisation du pays toujours plus caractérisé comme État arien et racial. Au cours de la seconde moitié de 1941, Berlin abandonna l'idée de l'émigration-expulsion de tous les Juifs du territoire national et développa le projet d'extermination généralisée de tous les Juifs du continent, y compris des Juifs allemands. Pendant presque 2 ans, Rome ne partagea pas ce projet et maintint l'objectif de l'émigration-expulsion. Comme nous l'avons déjà évoqué, ce projet ne put être poursuivi à cause de la guerre. Rome en outre consentit le retour dans la péninsule des Juifs italiens résidant dans les territoires sous occupation allemande. Cette ligne de conduite était caractérisée par une certaine instabilité. Et au fil du temps, c'est-à-dire avec l'aggravation de la guerre et avec la défaite qui se profilait, elle se mit à faiblir. Concernant les Juifs allemands dans les territoires sous contrôle italien, le vrai tournant avait déjà été pris le 15 juillet 1943, avec l'ordre du chef de la police italienne de livrer à la police allemande les Juifs allemands de la France du Sud-Est, ordre qui n'a pas été exécuté à cause de la crise du 25 juillet. Pour ce qui concerne les Juifs italiens, le tournant se produisit lors de la constitution de la République sociale italienne, qui, le 14 novembre 1943, les déclara étrangers et ennemis, et ordonna leur arrestation généralisée le 30 novembre, se plaçant ainsi aux côtés du Troisième Reich qui avait commencé arrestation et déportation immédiatement après le 8 septembre. Gabriele Fazan. La presse française et l'antisémitisme en 1938. Le sujet de cette communication concerne une traversée très particulière des Alpes, celle des informations et des idées envoyées vers la France par l'antisémitisme d'État naissant en Italie. Un passage beaucoup moins dramatique que celui des hommes et des femmes fuyant les persécutions dont l'Europe fut responsable au cours des années 1930 et de la Seconde Guerre mondiale, mais dont l'analyse voudrait contribuer, dans le contexte de ce colloque, à s'interroger sur la diffusion du discours antisémite qui fut à l'origine de cette tragédie. La France connaît, au cours des années 1930, une renaissance préoccupante de ce discours ainsi qu'un débat vivace sur sa validité, mais jusqu'à quel point le partage classique entre esprit démocratique et volonté d'exclusion arrivait-il à dépasser des événements politiques qui s'y superposaient ? La crise tchécoslovaque accompagne à la fois la remontée de la propagande antisémite en France au cours de l'année 1938, la plus virulente de la décennie selon Ralph Shore, ainsi que la naissance ou l'élargissement des législations anti-juives en Europe. De ce point de vue, l'officialisation définitive de l'antisémitisme italien se situe exactement dans les mois précédents et suivant l'entrevue de Munich. Les signes que de temps en temps, le gouvernement italien avait envoyés en faveur d'une propagande antisémite avaient été toujours interprétés en France comme des orages passagers et sans conséquence. Seule une organisation de combat comme la Ligue internationale contre l'antisémitisme, l'ICA, semblait convaincue du contraire et avait souvent sonné l'alarme à ce propos. L'Informazione Diplomatica numéro 14 du 16 février 1938 avait suscité quelques soucis, mais les débats sur le sujet ne furent véritablement ouverts en France qu'avec la parution du document « Il fascismo e i problemi della razza », publié le 14 juillet par la presse fasciste et connu comme le Manifeste des universitaires racistes. L'Anschluss autrichien et l'ouverture de la crise des Sudètes avaient modifié la conjoncture politique internationale au point que tout signe de rapprochement entre les pays de l'Axe prenait une importance considérable. On verra combien ce contexte politique pourra jouer son rôle dans l'accueil réservé à l'antisémitisme officiel italien, sans toutefois revenir sur des épisodes connus ou largement étudiés.
La place du discours, devenue ici centrale, nous oblige à des citations plus longues qu'à l'habitude, citations sans lesquelles d'ailleurs notre propos manquerait de preuves. La fin du mythe d'Éphéso. La naissance d'un antisémitisme officiel en Italie ne posa pas de véritable problème à ceux qui avaient toujours été les adversaires irréductibles du régime fasciste, c'est-à-dire les socialistes et les communistes. Le PCF voyait dans cette persécution un instrument nouveau de lutte contre l'antifascisme. Bien plus difficile fut la situation des partisans du Duce en France, ou tout simplement, de ceux qui espéraient encore un rapprochement politique avec l'Italie, au point que c'est parmi eux qu'on peut trouver le plus d'intérêt pour la question et les réactions les plus vivaces. En premier lieu parce que tous les sympathisants du régime italien ne se trouvaient pas sur le terrain de l'antisémitisme. En deuxième lieu parce que l'adoption par le fascisme d'un principe raciste à l'été 1938 fut interprétée généralement en France comme le signe d'un rapprochement de plus en plus étroit avec l'Allemagne nazie, d'autant plus préoccupant dans la mesure où la situation tchécoslovaque s'aggravait. Les efforts du régime italien pour expliquer sa propre autonomie en la matière ne trouvèrent de soutien que dans l'équipe de Je suis partout. Pour le reste de la presse française, le changement de position de Mussolini était aussi évident que l'intention de cette démarche, en faveur de l'Allemagne. La stupeur et l'indignation initiale ne provoquèrent pas un changement véritable d'opinion politique sur le fascisme, et le clivage créé dans l'opinion publique par la guerre d'Éthiopie et par la question des sanctions demeura. Toutefois, on vit apparaître une sensibilité nouvelle parmi ceux qui avaient vu dans le fascisme un nationalisme capable de rallier les forces politiques de la nation contre le fléau communiste et de trouver des compromis avec ses réalités spirituelles. Henri de Kérillis, qui avait soutenu avec force l'Italie de Mussolini à l'époque des sanctions, jugeait que la conception même du fascisme, basée sur l'État omnipotent, sans distinction de confession, écartait dès le début toute idée d'un mysticisme racial d'une communauté de sang, en quoi elle se distinguait de l'hitlérisme. Faisant appel à l'italianité de tous ses enfants dans le cadre de la nation, elle avait obtenu l'adhésion des Juifs du royaume, dont un grand nombre sont depuis si longtemps inscrits au parti. Cette thèse constituait une des forces du fascisme. C'était à cause de cette force que la communauté israélite française représentée par le consistoire de Paris avait toujours pu trouver dans le fascisme italien l'exemple que le nationalisme ne s'identifiait pas nécessairement avec l'antisémitisme. Alfred Berle, le directeur de Paix et Droit, constatait avec douleur et surprise que, à l'encontre de toutes les prévisions, l'Italie elle aussi s'engage sur la voie de l'antisémitisme. Bien que la victoire hitlérienne eût intensifié la propagande raciste dans tous les pays européens, on ne pouvait se faire à l'idée que la contagion traverserait les Alpes et que l'Italie serait atteinte. Comment un gouvernement soucieux par excellence de maintenir et de cimenter le faisceau des forces nationales a-t-il amené à provoquer, sinon la sécession totale, du moins le séparatisme d'un de ces éléments avec les autres? Le consistoire de Paris fut parmi ceux qui subirent le plus durement le virage de Mussolini et qui furent entraînés à réviser leur attitude politique, tandis que le gouvernement de Paris renouait le dialogue avec Rome. Cette situation de désarroi était aggravée par l'identification qui se produisit avec la communauté juive d'Italie, dont l'intégration semblait, jusqu'à ce moment-là, hors de question. Ayant toujours stigmatisé l'antisémitisme en revendiquant l'appartenance totale des Juifs français à la nation, un effort d'assimilation qui avait provoqué des différends même avec les Juifs fuyant les persécutions nazies, le consistoire subissait d'un grave démenti au moment même où les attaques antisémites se multipliaient en France. Le passage vécu par la communauté juive italienne de l'intégration à l'exclusion constituait un précédent inquiétant. La Tribune juive, organe du consistoire de Strasbourg, manifesta clairement ce point de vue. Si l'assimilation complète ne préserve pas les Juifs des pires persécutions, il faut bien admettre que l'assimilation n'est pas le chemin de salut pour Israël. Dorénavant, l'Italie en est la preuve classique. Le sort de la communauté italienne contribua à développer ce phénomène de fermeture, de retour au ghetto, promu par une partie de la communauté juive française au cours de l'année 1939 pour se défendre des attaques antisémites. La position des milieux conservateurs juifs français constitue sans doute un cas limite.
Pour la plupart des mouvements et des tendances politiques sympathisantes du fascisme, la crise tenait beaucoup plus au contexte politique et notamment à la difficulté d'accepter les implications de politique extérieure causées par la nouvelle ligne du fascisme. Par contre, une fois dépassée la difficulté de classer idéologiquement le durcissement raciste du fascisme, rentrer dans le rang de l'antisémitisme qui jouissait d'un large consensus dans ces milieux, et une fois que la crise tchécoslovaque s'acheva sur le rapprochement franco-italien, les mesures italiennes devinrent un argument pour les antisémites les plus virulents en faveur de l'adoption d'un statut similaire en France. Dans la même direction, au fur et à mesure que la situation extérieure s'apaisait, les commentaires de la grande presse, de plus en plus rares, tournaient à la bienveillance. L'antisémitisme italien entrait dans la terrifiante normalité des persécutions en cours dans l'Europe, des régimes autoritaires. La méfiance initiale. Dans les milieux d'extrême droite, la réaction de Charles Maurras à la déclaration des universitaires racistes italiens du 13 juillet reste parmi les plus significatives. Son commentaire était une amère réprimande idéologique. Nous ne saurions reprocher aux Italiens de songer à se défendre des Juifs. Nous ne saurions qu'approuver l'esprit de la légitime défense fasciste. Mais comme nos amis d'Italie ont tort de se laisser esbrouffer par les inventions du racisme hitlérien. L'antisémitisme n'a pas besoin du racisme. Maurras reprochait à Mussolini d'avoir adopté de mauvais maîtres en matière d'antisémitisme. En outre, un autre pas semblait être franchi vers la ruine du rapprochement franco-italien et de l'unité latine. La responsabilité de ce geste retombait en tout cas pour Maurras sur la classe politique française. Si nous avions eu, par nous on veut dire nos gouvernants, le bon sens d'entretenir amitié avec la sœur latine, comme il répétait naguère à nous en fatiguer les oreilles et ainsi de la fixer plus solidement dans un saint orgueil latin, l'Italie, la plus fière encore de sa civilisation, de sa pensée, de son originalité morale et intellectuelle, serait beaucoup moins tentée de se germaniser. C'est un des innombrables méfaits de notre absurde politique, que cet horrible spectacle d'une Italie demandant à la Germanie des conceptions dites biologiques mais au fond, grossièrement métaphysiques et religieuses. Le contraste entre le fascisme et l'Église joua aussi un rôle important dans la méfiance de Maurras. Le 29 juillet, le discours du pape aux élèves de Propaganda Fide, publié par l'Osservatore Romano et censuré par les journaux fascistes, connaissait en France un véritable succès. Toujours ferme sur ses positions, l'idéologue de l'Action française commentait « Ce qui nous avait semblé absurde du point de vue de la raison, aventuré du point de vue de la science, a été jugé hostile à la foi. » L'influence du Saint-Siège renforçait la position des milieux de droite d'inspiration chrétienne, tels le Parti social français, PSF, du lieutenant-colonel de la Rocque, toujours officiellement hostile à l'antisémitisme. En même temps, l'éloignement du fascisme vis-à-vis de cette position et ses différends avec l'Église constituait une double source d'embarras pour ce mouvement favorable à une entente avec l'Italie. Le PSF se trouvait contraint de réaffirmer sa position à travers son organe de presse, le Petit Journal, tout en conservant intacte sa confiance dans l'esprit latin. La Rocque a maintes et maintes fois exposé dans ce journal quelle était la position du Parti social français, en face de la question juive. Les Français restent fidèlement attachés à une certaine conception de la fraternité humaine, qui les pousse à avoir pour les pogroms ou pour les brimades une horreur bien compréhensible. Les Italiens qui sont les héritiers directs de la grande tradition romaine, de la grande tradition chrétienne, agiront avec prudence dans le moment même où ils croient nécessaire d'affirmer que l'Italie est une nation complètement indépendante, une grande nation, une nation supérieure. La suite des événements ne renforça pas vraiment ce point de vue. Malgré l'affirmation que ce document est d'une importance considérable, non seulement pour l'Italie, mais pour toute l'Europe, aucun commentaire sur le sujet ne fut plus publié, signe d'un embarras évident. Comme le PSF, le Parti populaire français, PPF de Doriot avait été jusqu'à ce moment officiellement opposé à l'antisémitisme ou au moins ambigu. Sans pousser trop loin son adhésion à la nouvelle orientation du fascisme, le PPF manifesta pour la première fois à cette occasion des propos racistes dans les pages de l'Émancipation nationale, l'un de ses organes de presse. Le jour même du discours prononcé par le pape contre le racisme, Drieux-La Rochelle prit la parole pour critiquer les peurs germanophobes de Maurras.
Charles Maurras me semble exagérer les précautions quand il dit qu'il faut écarter toute considération biologique et s'en tenir au fait que les Juifs forment un peuple parmi les peuples, c'est-à-dire un peuple ayant la conscience et la volonté d'exister politiquement vis-à-vis et contre tous les autres groupements politiques. La conclusion de Drieux-La Rochelle était que l'exclusion politique des éléments juifs aurait été faite pour leur bien même, étant donné que cette exclusion leur aurait permis de sauvegarder une diversité qu'ils recherchaient à tout prix. Le parti de Doriot fut le seul cas où les déclarations sur le racisme en Italie produisirent un changement de ligne politique sur la question, même si on peut partager la prudence de Philippe Burin dans l'évaluation du phénomène. Il faut toujours avoir à l'esprit que jusqu'à ce moment-là, l'antisémitisme italien se présentait sous la forme plus générale du racisme. La majorité de la grande presse française restait dubitative quant aux véritables intentions antisémites du fascisme italien, et demeurait dans l'expectative. La publication du numéro 18 de l'Informazione Diplomatica, les premières mesures d'épuration dans certains ministères et le lancement du journal La Difesa della Razza balayèrent ces doutes. Au début d'août, le fascisme annonçait son critère d'exclusion proportionnelle. Faute d'arguments, les milieux d'extrême droite français pouvaient toujours faire retomber la responsabilité de ces prochaines mesures, relativement justes, puisqu'elles se baseront sur un pourcentage, sur le Front populaire, affichant même de la pitié à l'égard des Juifs italiens. Ce ne sont pas leurs propres fautes que ces malheureux expient en ce moment, j'ai le courage de l'écrire crûment, mais bien celles de leurs coreligionnaires au-delà des Alpes. Ils expient surtout les insanités dont se rendirent coupables contre l'Italie, contre son chef, contre la politique européenne, contre la France même, Léon Blum et sa bande, pendant 2 années de ghetto gouvernemental. Mussolini, comme tous les Italiens, traitait auparavant les Israélites en simples concitoyens de religions différentes. L'expérience Blum lui a ouvert les yeux sur la mentalité juive et les catastrophes qu'elle déchaîne quand elle devient prédominante. En chef d'État qui n'abandonne rien au hasard, il a décidé de couper court au péril même embryonnaire, même hypothétique, en mettant rigoureusement les Juifs italiens hors de possibilité de nuire aujourd'hui et demain. La réforme n'ira pas sans victimes, en Italie comme ailleurs. Que les Juifs du monde entier en remercient l'intelligence de Léon Blum. C'est à peu près le seul résultat tangible qu'aura obtenu sa politique si vantée, la mise au ban des Juifs avec la ruine de l'économie française, et pour compléter le chef-d'œuvre, la création de l'axe Berlin-Rome sur les ruines de Stresa. Si les journaux plus extrémistes rejetaient sur le gouvernement en place et sur le Front populaire la responsabilité de la dérive du fascisme italien, une nouvelle sensibilité allait émerger dans certains milieux de la droite, résumée par un article de Jacques Bardou, parlementaire de la Fédération républicaine. Les cadres sociaux et politiques des nations modernes craquent sous le poids de l'industrialisation et sous la poussée du nombre. L'Orient apporte une solution, l'État totalitaire à forme communiste ou à base raciste. Il entraîne la ruine de toutes les valeurs spirituelles, culte libéral de la personnalité et sens chrétien de l'universel, sur lesquels est fondée la civilisation de l'homme blanc. La France a le devoir, au nom d'une science qui est libre et reste exacte, de rejeter communisme et racisme. L'État totalitaire n'a rien de neuf. Il n'est qu'une régression mortelle. Le racisme devenait le véritable noyau idéologique des États totalitaires, ou, pour utiliser une expression de Henri de Kérillis, le ciment des dictatures. C'était la conscience qu'une radicalisation des esprits était en train de se dérouler, que l'hitlérisme menait le jeu et que la société française même courait le risque de tomber dans le piège. La contagion au-delà des Alpes. Henri Roubaud, directeur du Petit Parisien, dédia 3 articles, les 13, 16 et 31 août, à la question du racisme. Prenant appui sur l'exemple italien, il mettait en garde la société française des dangers liés à la diffusion des idées hitlériennes, qui pouvaient mener le pays à la division et à la guerre. Il est impossible de ne point voir que par la suggestion et la terreur, la folie raciste a été communiquée à 2 grands peuples. Lorsqu'il fallut accepter l'évidence de la contagion en Allemagne, on voulut espérer que les fins esprits latins seraient immunisés contre sa grossièreté. On vient de voir s'ouvrir en Italie une attristante, une surprenante campagne de propagande raciste. Quoi ? L'Italie, mère des civilisations, patrie des arts, accueillant depuis tant de siècles tous les génies de toute race ?
Certes, il ne s'agit que de propagande, mais qui peut être singulièrement efficace lorsqu'elle s'exprime sans contrepartie, quand elle s'appuie sur la volonté d'un État autoritaire et qu'elle accompagne ou précède des lois ou des actes. La comparaison insistante entre nazisme barbarie et fascisme latinité montre assez bien la crainte de voir les théories hitlériennes entrer par les Alpes, après avoir été repoussées sur le Rhin. Les premiers numéros de l'officieuse revue italienne La Défense de la race ont ouvert en effet dans la péninsule une redoutable campagne de propagande raciste qui a pris d'abord la forme élémentaire et rudimentaire de l'antisémitisme et sous cette même forme, le racisme tente à s'infiltrer sournoisement en pays de libre discussion. Nous avons pu en constater chez nous quelques timides symptômes. Il faut y prendre garde. L'antisémitisme n'est point tout le racisme, mais il lui appartient intégralement et l'on ne saurait l'en dissocier. Dans la France diverse et harmonieuse, celui qui distingue entre Français l'origine de chacun apporte de l'eau au moulin de Hitler. Attaquer, rejeter ou mépriser une catégorie en raison de sa race, c'est admettre le racisme et ses conséquences, la guerre prêchée, préparée par le Führer. C'est accepter ipso facto les lois d'exception, les mesures de coercition et la conscience dirigée, la religion d'État. Le journal de Roubaud n'avait jamais été parmi les détracteurs du régime des faisceaux. Ces prises de position s'expliquent par l'escalade de la tension internationale et des symptômes de guerre. Stigmatiser l'antisémitisme signifiait rappeler l'unité de la France à tous ceux qui, bien que sincères amis de la paix, auraient pu accepter le principe élémentaire de la doctrine en dénonçant aux Français une catégorie de Français, en commençant par l'antisémitisme l'œuvre de division, victime d'une propagande qui cesse parfois d'être brutale pour se faire insinuante et prudente. Malgré ses efforts, le front philosémite perdait temporairement ses appuis. Au cours du même mois d'août, un compromis vint apaiser la polémique entre le Duce et l'Église. Paul Gentizon, envoyé du journal Le Temps, comprit immédiatement que le climat allait changer. Tout laisse entendre qu'il ne faut voir de part et d'autre que l'expression d'une indépendance qui n'implique en aucune façon le dessein de se faire la guerre. Il convient du reste de reconnaître que l'Église ne peut blâmer certains aspects du racisme, notamment tout ce qui concerne la politique démographique du régime, la politique d'encouragement de la famille, la défense de la race par le développement de l'hygiène, du sport, les œuvres d'assistance en faveur de la mère et de l'enfant, la lutte contre le métissage dans les colonies. Tout laisse entendre qu'un modus vivendi va s'organiser. La rigueur des lois des premiers jours de septembre allait toutefois bien au-delà des prévisions, et déchaîna un flot de critiques. Même Paul Gentizon fut contraint d'afficher sa surprise. À vrai dire, l'on ne s'attendait guère à une décision aussi radicale. Contrairement au peuple allemand, le peuple italien n'a jamais été anti-juif. D'autre part, tandis que le national-socialisme a pris position contre les juifs depuis son origine, l'antisémitisme ne fait corps avec la doctrine fasciste que depuis 1 mois et demi. Et cependant, si nous ne faisons erreur, jamais l'Allemagne n'a pris une mesure aussi absolue, aussi totalitaire à l'égard des fils d'Israël. Se fiant au droit d'asile que leur avait concédé l'Italie, nombre d'entre eux s'étaient créé des situations en vue et pour la majorité, c'est l'écroulement de toute une existence. Paris Soir plaçait en première page la lettre de protestation du dramaturge Henri Bernstein, qui renvoyait une décoration reçue du gouvernement italien en 1923. Il y affirmait que jusqu'en 1936, il avait regardé Mussolini comme un homme de génie, mais que les liens noués par celui-ci avec l'Allemagne avaient provoqué la fin de son autonomie, scellée par l'abandon de l'Autriche au Reich, au point qu'U', une guerre gagnée en 4 années a été reperdue en quelques heures. C'est peu de choses après cela, que d'emprunter à ces nouveaux maîtres le pas de loi ou les férocités de l'antisémitisme. C'était l'indignation générale, motivée beaucoup plus par l'impression que Mussolini était en train de donner des gages ultérieurs à l'Allemagne en pleine crise tchécoslovaque, que par l'inquiétude face aux conséquences que cette première législation aurait provoquées sur les Juifs concernés. C'était d'ailleurs la préoccupation même du gouvernement français. Le 6 septembre, Charles Roux, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, informait avoir rencontré Monseigneur Tacchi Venturi après une entrevue de celui-ci avec Mussolini. Il a rapporté de cet entretien l'impression que le Duce n'avait pas agi spontanément, et que cette action antisémite lui avait été demandée par le gouvernement allemand,
ce qui soulevait la préoccupation, exprimée par Charles Roux, que ce rapprochement aurait pu signifier un alignement politique et militaire de l'Italie sur la question des Sudètes. Le changement des esprits. Pour Émile Buret, directeur influent du journal L'Ordre, cette législation devait être la pierre tombale placée sur tout espoir de l'extrême droite de voir en Mussolini un exemple lumineux. Il y a des Français, d'esprit cultivé et des catholiques français qui ont admiré le fascisme en tant que doctrine politique nationale. S'ils sont sans parti pris antisémites, on leur demande de nous concéder d'abord que le fascisme glisse vertigineusement au pangermanisme et se détermine de plus en plus au seul froncement de sourcils de Hitler, de nous concéder encore que sous cette inspiration allemande il répudie de sa propre initiative toute fraternité latine, de nous concéder en somme qu'il est une forme de régression humaine et non cette lumière que d'aucuns ont vue en lui. Si c'est un foyer, la civilisation y brûle ce qu'elle a de plus cher. Malheureusement, dans la tourmente de 1938, un tel événement n'était pas suffisant pour changer l'opinion politique des partisans de l'Italie fasciste, surtout s'ils étaient sans parti pris antisémites. Le passage du racisme italien déclaré à la pratique antisémite provoqua le revirement rapide de Charles Maurras, passant de la polémique à l'enthousiasme. Ses précautions et ses défenses constituent notre antisémitisme d'État. Il n'a rien de commun avec l'antisémitisme de peau qui existe d'autre part et provient des traditions saines et de souvenirs d'ailleurs douloureux. C'était l'attaque contre les métèques, le départ au sein de la communauté nationale, entre ceux qui pouvaient se dire pleinement nationaux et les autres. Le bruit de la guerre couvrait de plus en plus dans la presse l'intérêt pour la question, mais le discours de Trieste du 17 septembre semblait annoncer déjà les préoccupations les plus graves. Ainsi, les mesures prises dans la nuit du 6 octobre par le Grand Conseil du fascisme pouvaient bénéficier du soulagement causé par l'entrevue de Munich et par la nomination d'un ambassadeur à Rome, après 2 ans d'absence. Sans remarquer que la nouvelle législation ne faisait rien d'autre que créer parmi les Juifs italiens quelques rares avis qui auraient dû disparaître au cours du temps, Paul Gentizon soulignait que des discriminations importantes sont faites à l'égard des Juifs qui peuvent se prévaloir des mérites nationaux spéciaux, énumérés dans les nouveaux décrets. Le cas de nombreux Juifs sera considéré de la sorte avec compréhension et justice. C'est là un adoucissement aux premières mesures édictées au début de septembre. Bien au-delà d'une simple remarque, l'envoyé du temps affichait une certaine approbation, dont l'ampleur se manifesta moins d'1 mois après. Au cours de l'an 16, un concept nouveau s'est affirmé en Italie, le racisme. À l'étranger, la tendance a été de voir dans cette notion une juxtaposition précise des théories nazistes. Ce point de vue est en partie erroné. Gentizon expliquait que le racisme italien ne s'appuyait sur aucune considération métaphysique ou philosophique, il n'établissait pas de hiérarchie entre les races, il n'opposait pas d'olicocéphales et brachycéphales. Il se contentait d'affirmer que les races étaient différentes, sans parler de la suprématie des unes sur les autres. Le racisme italien visait ainsi à maintenir l'unité ethnique, biologique, morale et spirituelle des populations de la péninsule. La conclusion de ce discours était que le concept raciste du gouvernement de Rome n'est pas doctrinaire. Certes, il a ses principes, mais nombre d'entre eux peuvent être acceptés sans déchoir par les autres États. On essayait évidemment de faire revivre le mythe du faisceau des forces nationales, soit encore une fois, de faire entrer par les Alpes ceux qui ne voulaient pas entrer par le Rhin. Passé l'embarras initial, les lois italiennes pouvaient renforcer la propagande antisémite en France, d'autant plus qu'elle ne semblait pas s'accompagner d'un usage de la violence comparable à ce qui se passait en Allemagne, surtout après les terribles événements de la nuit du 9 novembre 1938. D'une façon paradoxale, l'Italie rentrait dans la norme, d'autant plus que les extrêmes s'éloignaient. Le principe énoncé par le fascisme de discriminer sans persécuter, irréalisable comme on vit par la suite, semblait une possibilité réelle. Encore une fois, c'était à Charles Maurras de conduire les turiféraires. Tout esprit libre en approuvera le génie de mesure et de discrimination. Le système italien à figure humaine. On y distingue, comme à l'Action française, les juifs bien nés des juifs courants. On y distingue les juifs établis déjà longtemps dans le pays d'avec les nouveaux arrivés, et les métèques. On fait beaucoup d'autres distinctions naturelles et sensées.
Ces différences étaient la réponse naturelle à la violence des initiatives et des lois éditées par les Allemands dans lesquelles, selon Maurras, ils avaient mis leur stupidité et leur brutalité ordinaire. La propagande antisémite en France profitait surtout du poison répandu au cours du mois précédent, pendant lequel les Juifs avaient été accusés à maintes reprises d'être parmi les fauteurs de guerre, mais n'oubliez pas l'entrée en force de l'Italie dans la question. Marcel Bucard, fasciste déclaré qui était déjà passé à cette époque dans les rangs antisémites, pouvait ainsi proposer son statut pour défendre la France de l'emprise juive en rappelant que toutes les nations ne sont pas décidées à se laisser trucider. Deux grands peuples, l'Allemagne et l'Italie, préservés par leurs chefs, viennent d'échapper à la rapacité et à la dictature d'Israël. Henri Béraud, craignant une immigration massive de Juifs indésirables, affirmait que si nous voulons cesser d'être le dépotoir de l'Europe et du monde, il faudra nous résoudre à imiter les autres pays et à prendre certaines mesures de protection nécessaires. Je suis partout pouvait continuer son éloge en applaudissant à une défense de la race et de l'esprit. Ainsi que titrait un article sur la question publié le 4 novembre, et le 5 du même mois l'Action française organisait une conférence à la Sorbonne dédiée à la question juive en Italie avec Georges Montandon en présence de Guido Landra, un des 10 signataires du prétendu manifeste du 13 juillet, et de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Si l'aggravation des décisions prises par le Grand Conseil du fascisme d'octobre fut escamotée en France par Munich et la nomination de François Poncet à Rome, les lois du 10 novembre furent totalement occultées par la violence des pogroms nazis de la nuit du 9 novembre 1938 et plus tard par les événements du 30 novembre 1938 à la Chambre des faisceaux et corporations. À ce point-là, l'Italie ne pouvait plus constituer un véritable modèle à proposer mais au moins un modèle existant. Conclusion. Au cours de l'année 1938, la revendication d'un statut spécial pour les Juifs par les antisémites français prit un nouvel essor, qui ne s'arrêta lorsque le gouvernement Daladier promulgua la loi Marchandeau de censure du 19 avril 1939. Dans le cas qu'on vient d'exposer, la réaction de certains milieux journalistiques pour combattre le dogme raciste et antisémite montre que la nouvelle situation italienne était ressentie en France comme un précédent important et dangereux pour la normalisation du discours antisémite au cours de cette année terrible, de 1938. D'ailleurs, les jugements d'une partie de la grande presse sur les lois antisémites du fascisme ainsi que leur lecture, si étroitement liée au contexte des alliances politiques, montre à quel point l'idée d'un principe d'exclusion pour les Juifs d'Europe avait poussé loin ses racines. Lorsqu'en octobre 1940, le gouvernement de Vichy donna naissance à sa législation anti-juive, la France trouvait sa place dans le nouveau contexte européen dominé par le nazisme et le fascisme. Si en Italie, le même régime avait changé sa politique à l'égard des Juifs, en France un changement de régime fut nécessaire pour prendre part à la persécution. Si cette décision fut prise sans pression directe de la part de Berlin, n'a-t-elle pu bénéficier de l'exemple italien et dans quelle mesure ? On revient ainsi à la nécessité à laquelle répond ce colloque d'approfondir la connaissance des parcours suivis par le discours antisémite en Europe, ainsi que de sa mise en œuvre et de ses conséquences. Jean-Baptiste Gabberoadamski, Jean-Philippe Gonenchin. Le statut des Juifs de 1940 et 1941. Dans le prolongement du panorama des législations antisémites en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, nous évoquerons à présent le cas de la France. Afin de stigmatiser, définir puis exclure les Juifs de la société française, le gouvernement de l'État français a élaboré principalement deux lois intitulées « Loi portant sur le statut des Juifs », celle du 3 octobre 1940 et celle du 2 juin 1941. Ces mesures n'ont pas seulement permis une marginalisation des Juifs de la vie publique, elles ont également préparé leur déportation et leur extermination. Élaboration. Les statuts des Juifs sont bien plus que de simples lois d'exclusion. Ils concrétisaient l'aboutissement de siècles de haine refoulée, puis exacerbée envers la population israélite. Les antécédents juridiques de la Troisième République, ainsi que les tendances antisémites des législateurs de Vichy, témoignèrent en partie de cette pensée. Les précédents xénophobes de la Troisième République. Après la Première Guerre mondiale,
les travailleurs étrangers sont accueillis volontiers car le pays manque de main-d'œuvre pour assurer la reconstruction. Mais la crise de 1930 a pour conséquence le non-renouvellement des visas des travailleurs étrangers par les autorités préfectorales. Le protectionnisme économique se double alors d'un protectionnisme social caractérisé par une fermeture progressive de la France, par le refoulement des étrangers et de certains naturalisés de fraîche date, par le biais de la loi de 1934 établie par le gouvernement flandin prévoyant l'expulsion par la force des étrangers en situation irrégulière, et la fermeture sélective de certaines professions par la loi de 1932 établie par le gouvernement Herriot, puis le décret-loi du gouvernement Laval en 1935. Ce sont surtout 2 décrets-lois pris par le gouvernement Daladier qui achevèrent de préparer le terrain à Vichy. Le décret-loi du 2 mai 1938 autorisant les préfets des départements frontaliers à décider eux-mêmes de l'expulsion d'immigrés, le décret-loi du 12 novembre 1938, dont l'article 10 prévoyait la dénaturalisation des étrangers jugés indésirables, qui ont accompli des actes contraires à l'ordre public, à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ou au fonctionnement de ses institutions, ou pour s'être livrés au profit d'un pays étranger à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français. Cette législation favorisa la politique d'exclusion du régime de Vichy, et prépara notamment la loi du 4 octobre 1940, qui donnait le droit aux préfets d'interner les Juifs étrangers dans des camps. Vichy n'aura qu'à renforcer cette législation envers les opposants au régime, et responsables de la défaite de 1940, dans le cadre de la lutte contre l'anti-France, francs-maçons, communistes et en particulier contre les Juifs. L'antisémitisme, une tradition française ? Avec le début de la domination chrétienne, les Juifs ont été très tôt persécutés car on les accusait du meurtre du Christ. Ce n'est qu'en 1791 que la première mesure d'émancipation a été prise. Ensuite, au XIXe siècle, la haine envers les Juifs se renforça avec un mélange d'antisémitisme raciste, soutenu en France par les thèses de Gobineau ou de Taine, et d'un antisémitisme anticapitaliste développé, entre autres, par les écrits de Pierre-Joseph Proudhon. En 1894 à 1899, l'affaire Dreyfus divisa le pays et les hommes politiques n'hésitèrent plus à se présenter sous l'étiquette antisémite. Dans l'entre-deux-guerres, une large part de l'opinion ne cachait pas sa haine des Juifs. On parla même d'un complot juif international destiné à ruiner l'Europe. Le maréchal Pétain était d'ailleurs obsédé par la menace d'une conspiration juive sur l'indépendance de l'État. Cette période fut également marquée par un fort antisémitisme d'ordre intellectuel. On peut citer la violence des textes de la presse d'extrême droite, et en particulier de l'hebdomadaire Je suis partout dans lequel écrivent des plumes célèbres telles celles de Lucien Rebattet ou Pierre Drieux-La Rochelle. En 1939, René Gontier publia Vers un racisme français dans lequel il prenait pour les Juifs un retour au vieux statut de sujet imaginé par le droit romain. Un projet de statut fut également exposé par Louis Darquier de Pellepoix au Conseil municipal de Paris du 5 avril 1935, sans susciter de vives réactions, le texte étant poliment renvoyé à une prochaine séance. Ceci explique pourquoi quand le gouvernement de Vichy décréta les premières lois antisémites et notamment le premier statut des Juifs, il ne choqua en réalité que bien peu de monde. Les auteurs des statuts. On identifie 2 principales tendances impliquées dans l'élaboration du premier statut des Juifs du 3 octobre 1940, celle des antisémites militants avec comme chef de file Raphaël Alibert, et celle des suiveurs opportunistes tels Marcel Pérouton. Tout concorde pour accuser R. Alibert de l'initiative du statut au point que Xavier Vallat parla lors de son procès de loi Alibert. Mais R. Alibert n'est pas le seul auteur. Il faut voir derrière lui l'empreinte de son directeur de cabinet, Fonréau, un monarchiste traditionnaliste, antisémite et ancien militant de l'Action française. Raphaël Alibert, docteur en droit, officia dans la haute fonction d'État avant de s'engager dès 1924 dans la finance et la politique. Il adhéra également en 1925 au Redressement français, un groupe extra-parlementaire qui désirait réformer la Troisième République. En politique, on peut le qualifier à la manière de l'historien Asher Cohen de raté du suffrage. Il œuvrait donc dans la semi-obscurité des cabinets parlementaires et ministériels.
C'est ainsi qu'il fit la connaissance du maréchal Pétain en 1936, qu'il devint son collaborateur et un de ses amis proches. Le maréchal l'introduisit lui-même dans le gouvernement de l'État français en tant que ministre de la Justice le 17 juillet 1940. Une fois investi de cette nouvelle fonction, il appliqua pleinement ses idées, catholicisme intégriste, monarchisme et antisémitisme. Le docteur Ménétrel, ami du maréchal, souligna lors de son procès la mégalomanie du personnage, et Marcel Pérouton insista quant à lui sur ses intempérances de langage et de ses choix souvent désordonnés. Cependant, R. Alibert accusa pour sa part Marcel Pérouton d'être l'auteur du statut. Marcel Pérouton peut se présenter comme l'antithèse de Raphaël Alibert. Ouvert sur le monde, résolument républicain, franc-maçon, il mena une carrière diplomatique au ministère des Colonies dans un premier temps puis en Argentine et au Maghreb. À l'arrivée de Ph. Pétain au pouvoir, il fut nommé ministre de l'Intérieur de l'État français mais son action gouvernementale fut faite de contradictions. En effet, bien qu'il fût marié à une femme juive, qu'il appartint à une loge du Grand Orient de France et qu'il favorisât le départ de centaines de juifs menacés, il accepta tout de même de partager la responsabilité de la politique d'exclusion menée par Vichy, notamment du premier statut et de la législation raciale dont il veilla à l'application en tant que ministre de l'Intérieur. En réalité, il signa la plupart des mesures anti-juives mais participa également à la liquidation de l'antisémitisme d'État. Nommé gouverneur général d'Algérie en 1943, suite à sa démission forcée du gouvernement en 1941, il réintégra au cas par cas les fonctionnaires exclus et restitua progressivement leurs biens aux Israélites. L'inspirateur du second statut des Juifs est sans nul doute Xavier Vallat. Les autorités du Reich faisaient alors pression sur le gouvernement de Vichy pour un durcissement et une centralisation de la politique anti-juive. Dannecker, SS Hauptsturmführer et spécialiste des questions juives, écrivait à ce propos : « Quel que soit le domaine considéré, on en vient toujours à la même conclusion, à savoir qu'on a affaire à un bricolage généralisé. C'est pourquoi la création d'un office central juif devient d'une urgence extrême. Sinon il pourrait se produire que lors de la déportation des Juifs qui finira par arriver un jour, nous aurions devant nous une tâche au-dessus de nos forces. » Pour ce faire, l'occupant incita fortement à la création du Commissariat général aux questions juives, CGQJ, dont X. Vallat, à la demande des nazis, prit la direction dès son ouverture le 23 janvier 1941. Antisémite convaincu, X. Vallat était aussi un monarchiste et un catholique intégriste. Mais il était également germanophobe, car soldat durant la Première Guerre mondiale, d'où la difficulté de ses rapports avec l'occupant allemand. Il voulut en outre imposer la législation française à l'ensemble du territoire, pour garder une certaine autonomie. C'était là le fil conducteur de la politique suivie par le régime de Vichy. Une législation autonome. Il ne faut pourtant pas perdre de vue qu'il y a un consensus et une responsabilité générale du gouvernement de l'État français, car le statut répond aux objectifs des principales tendances antisémites du gouvernement. En effet, les deux statuts promulgués relèvent d'une triple volonté: mener une politique antisémite, condition d'une reconstruction nationale, faire de la France une nation privilégiée au sein de la nouvelle Europe nazie, affirmer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire français. Même si l'on remarque un phénomène de suivisme des autorités françaises face à la législation du Reich, ainsi l'ordonnance allemande du 27 septembre 1940 précéda-t-elle le premier statut du 3 octobre 1940 et ordonnance du 26 avril 1941 préfigura le second statut du 2 juin 1941. On ne peut en aucun cas parler de pression allemande pour le premier statut. Même si cela s'avérait vrai pour le second, autorités françaises et allemandes n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la définition de l'individu juif. Définition. Les statuts donnèrent à l'individu juif une définition légale. Cependant, les autorités vichistes ne s'arrêtèrent pas à cette étape. Après les avoir définis, elles s'efforcèrent de recenser les Juifs de France. Les caractéristiques de la population juive en France. En 1939, la France comptait environ 300 000 à 330 000 personnes de confession judaïque, à savoir moins de 1% de la population totale. On peut distinguer les Juifs français,
environ 50 000, bénéficiant de la citoyenneté depuis le 27 septembre 1791, mais dispersés entre la région parisienne, l'Est et le Sud, et les Juifs étrangers issus de différentes migrations depuis la fin du XIXe siècle et provenant surtout de l'Est. Ce sont derniers qui furent soumis aux lois xénophobes de la Troisième République. Cette distinction constitue déjà un élément utilisé par certains auteurs pour refuser l'existence d'une communauté juive. À cette distinction s'ajoute la disparité des destinées sociales, la diversité nationale des Juifs étrangers, mais également les réactions face à l'antisémitisme, désinvolture pour certains, lutte militante pour d'autres. On peut aussi citer le fait que dans les années 1930, certains Israélites français virent dans l'afflux massif de réfugiés juifs d'Europe centrale une menace existentielle à l'équilibre qui existait alors. Jacques Elbronner, citoyen français israélite, alla même jusqu'à soutenir les lois xénophobes promulguées par le régime de Vichy contre les Juifs étrangers. On se rend donc bien compte que certains Israélites français ne voulaient pas être confondus avec tous leurs coreligionnaires. D'autres arguments soutiennent la thèse inverse, celle de la communauté. D'une part, on peut noter que la religion lie une population à travers la fréquentation des lieux de culte, la célébration des fêtes religieuses. Mais les Juifs se fédèrent aussi parfois autour d'une langue ou d'un accent spécifique. D'autre part, l'union se fait par la représentation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.